Je m'appelle Laura. J'ai 34 ans, et je suis une mère célibataire. Et j'ai appris à mes dépens que dans ma famille, le mot famille n'est qu'une autre façon de dire contrôle. La veille de Noël, je me trouvais dans le salon de mes parents, observant mon fils rôder près de la table des desserts, son petit pull sur le dos, les joues roses d'avoir couru dans toute la maison. Ma mère a pris la dernière part de pudding de Noël, l'a regardé droit dans les yeux, puis s'est tournée vers la pièce et a dit « Seule la famille a le droit de manger ». Elle a ri. Les enfants de ma sœur ont gloussé, leurs assiettes déjà remplies d'une deuxième portion, et tout le monde a repris sa conversation comme si on ne venait pas de dire à mon enfant qu'il n'avait pas sa place. Mon fils a dégluti, a forcé un sourire, et a murmuré qu'il n'avait pas faim de toute façon. Je pouvais voir ses yeux briller. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a basculé. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié, ni renversé la table. J'ai juste pris une lente inspiration, je me suis approché, et je lui ai dit de prendre son manteau. Alors que ma mère nous appelait, demandant où nous allions, j'ai répondu que nous avions tout ce dont nous avions besoin à la maison, et j'ai fermé la porte sur l'odeur du dîner et le son de leur rire. Je pensais honnêtement que ce serait la pire partie de la soirée. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé, affichant 33 appels manqués de ma mère, et un message vocal paniqué, disant qu'il scellait tout, et que je devais la rappeler immédiatement. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, j'ai senti des années de culpabilité et d'obligation enfin s'évanouir. Et quand j'ai répondu, tout ce que j'ai dit, c'est « Chut, nous ne sommes pas une famille ». Si vous avez déjà vu quelqu'un brandir le mot « famille » comme une arme, au lieu d'une promesse, restez avec moi, car cette seule tranche de dessert n'était que le début de la façon dont mes parents ont perdu leur argent, leur image, et leurs 2 enfants. Cette nuit-là, après avoir fermé la porte sur le Noël parfait de mes parents, j'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence tendu et colérique, pendant que mon fils regardait par la fenêtre. Il s'appelle Noah. Il a 10 ans, et il n'arrêtait pas de tracer des petits cercles dans la buée sur la vitre, comme s'il essayait de ne pas pleurer. Quand nous sommes entrés dans notre petite maison de ville à Chicago, j'ai accroché nos manteaux, j'ai forcé ma voix à paraître normale, et je lui ai dit que nous allions faire notre propre dessert. J'ai fait chauffer du lait, j'y ai ajouté du cacao, j'ai pulvérisé le reste d'une bombe de crème fouettée, et je lui ai tendu une tasse de chocolat chaud pendant qu'il se blottissait sur le canapé. J'ai mis un de ces films de Noël mielleux sur Netflix, le genre où tout le monde se pardonne des années de souffrance dans les 5 dernières minutes. Au milieu du film, Noah a dit « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai mis le film en pause et je me suis assise à côté de lui. « Non, ai-je dit. Tu as tout fait correctement. Ce que ta grand-mère a dit ce soir était mal, pas toi. » Il a fixé sa tasse. Elle a dit « Seule la famille a droit au dessert. » On n'est pas une famille ? Ma poitrine s'est serrée. Si, nous le sommes, lui ai-je dit. Et un jour, tu comprendras que partager un nom de famille ne donne à personne le droit de décider qui compte. Pour l'instant, je veux juste que tu saches que rien de tout ça n'est de ta faute. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir la façon dont il a enfoui sa peine, comme le font les enfants quand ils réalisent que les adultes ne vont pas arranger les choses. Quand il s'est finalement endormi sur le canapé, je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé, puis je suis restée assise dans le couloir, dans le noir. J'avais passé des années à encaisser des moments comme celui-ci, quand il m'était destiné. Les voir humilier mon enfant a déclenché un interrupteur que j'ignorais encore existait. Le lendemain matin, mon réveil a sonné à 7 heures. Pendant quelques secondes, j'ai oublié la fête. Puis j'ai attrapé mon téléphone et j'ai vu 33 appels manqués de maman et un nouveau message vocal. J'ai fait du café, j'ai appuyé sur lecture, et j'ai écouté sa voix. Laura, tu dois me rappeler. Ils sont en train de tout sceller. L'avocat dit que si nous n'agissons pas vite, nous pourrions perdre la maison et la retraite. Tu ne peux pas simplement ignorer ça. Tu fais partie de cette famille, que ça te plaise ou non. C'était tout. Pas un seul mot sur Noah, ou le dessert, ou la façon dont elle avait dit à mon fils, en face, qu'il n'était pas de la famille. Juste une panique pure à propos de l'argent, des biens, et de ce qu'elle voulait dire par tout sceller. Je suis resté pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine, et j'ai pensé à toutes les fois où mes parents avaient déguisé le contrôle en sollicitude. Après mon divorce, mon père avait un jour suggéré de mettre son nom sur l'acte de propriété de ma maison, juste pour aider avec l'hypothèque, avait-il dit, pour que les choses soient plus simples pour la famille. Je lui avais dit non, et il avait agi comme si je l'avais personnellement attaqué. Depuis lors,
l'argent et la propriété sont devenus ses armes favorites. Nous y revoilà, sauf que cette fois, la chose qu'il semblait terrifié de perdre était liée à mon nom. Je n'ai pas rappelé ma mère. J'ai plutôt envoyé un texto, vous avez clairement fait savoir hier soir que mon fils et moi ne sommes pas de la famille. Gérez votre maison et votre retraite avec votre avocat. Puis j'ai bloqué son numéro. Pas pour toujours. Juste assez longtemps pour arrêter le bourdonnement constant et entendre mes propres pensées. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un autre nom. Chris, mon frère aîné. Il n'appelait presque jamais, sauf si nos parents étaient dans la pièce. J'ai répondu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, a-t-il demandé. Maman est en panique. Papa fait les 100 pas, en parlant d'avocats et d'enfants ingrats. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à la table des desserts, et ce qu'elle avait dit à Noah. Au bout du fil, il est resté silencieux. Je l'ai vu debout là, a-t-il finalement dit. Je me suis dit que je surréagissais, que maman était juste stressée. Je suppose que j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai laissé passer. Bien sûr qu'il l'a fait. Chris a passé sa vie à arrondir les angles, à faire comme si leur pire moment n'était pas si grave. Je ne te demande pas de les réparer, ai-je dit. J'en ai juste marre de les laisser utiliser le mot famille comme un levier. Ils veulent mon nom sur leur papier, leur fiducie, leur maison, mais ils ne peuvent même pas donner une part de pudding à mon fils. Si nous ne sommes pas une famille à table, nous ne sommes pas une famille à la banque. Il y a eu une longue pause, puis il a dit quelque chose d'inattendu. D'accord, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a cessé de concerner le dessert, pour commencer à concerner leur précieux héritage. Quand j'ai bloqué le numéro de ma mère, je pensais honnêtement avoir un jour ou deux de paix avant la prochaine vague de drame. Mais j'avais oublié une chose importante à propos de mes parents. Ils adorent avoir un public. Quelques heures après avoir parlé à Chris, je parcourais Facebook pendant que Noah jouait à des jeux vidéo dans le salon. Et là, une toute nouvelle publication de ma mère, en haut de mon fil d'actualité. Une photo du salon de mes parents, le sapin de Noël scintillant, la table pleine de nourriture, ma sœur debout avec ses enfants dans leur pyjama assortis, tout le monde souriant comme dans une publicité pour des vacances de banlieue parfaite. La légende disait, je me sens si béni d'avoir ma famille cette année. Rien n'a plus d'importance. J'ai eu la nausée. J'ai zoomé sur la photo par habitude. Cherchant ma présence, cherchant celle de Noah, même si je savais déjà que nous n'y étions pas. L'angle de la photo montrait clairement qu'elle avait été prise après notre départ, comme s'ils nous avaient littéralement exclus de leur récit. J'ai fixé les mots aussi béni d'avoir ma famille et j'ai entendu sa voix de la veille. Seule la famille a droit au dessert. Mes notifications ont de nouveau sonné. Cette fois, un texto de ma sœur. Pourquoi es-tu parti hier soir? Maman a dit que Noah était difficile. Je suis resté assise 1 seconde, choisissant mes mots très soigneusement. Tu as vu ce qui s'est passé avec le dessert, ai-je répondu. Elle a regardé mon enfant et lui a dit seule la famille a droit au dessert, puis elle a donné une deuxième part à tes enfants. Il y a eu une pause. Les points de frappe sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, elle a répondu, tu dramatises. C'était une blague. Tu sais comment est maman. Tu ne peux pas faire exploser toute la famille pour un seul commentaire maladroit. C'était ça, le problème. Pour Émilie, c'était toujours un seul commentaire, une seule blague, un seul moment. Jamais un schéma. J'ai fixé le message et j'ai réalisé que nous n'avions pas la même conversation. Elle avait grandi en tant que l'enfant chéri, celle dont on se vantait au dîner, celle qui pouvait faire des erreurs et être toujours secourue. J'avais grandi en tant que l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai juste répondu, si c'était une blague, c'était aux dépens de mon fils, et j'en ai fini de les laisser rire. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai sorti un vieux carnet du tiroir de la cuisine. Celui que j'utilisais pour faire des listes de courses et des résolutions à moitié terminées. Sur la première page blanche, j'ai écrit une date. Et puis j'ai commencé à lister toutes les fois où je me souvenais que mes parents avaient favorisé quelqu'un, ou utilisé l'argent pour tirer les ficelles. La fois où ils ont manqué la fête d'anniversaire de Noah pour emmener ma sœur et ses enfants en voyage au chalet du lac. La fois où ils m'ont dit que je devais être reconnaissante qu'ils aient gardé Noah un week-end, pour ensuite me le reprocher quand j'ai refusé de co-signer un prêt. La fois où mon père a de nouveau suggéré qu'il serait le plus facile si la maison était à son nom, pour les impôts,
pour la famille, pour notre avenir. Voir tout cela écrit noir sur blanc m'a fait me sentir moins folle. Ce n'était pas un seul dessert. C'était une vie entière à m'entendre dire que j'étais trop indépendante, trop émotive, trop. Et maintenant, mon fils de 10 ans se voyait refiler le même scénario. Quand Chris m'a envoyé un texto plus tard cet après-midi, il a suggéré que nous nous rencontrions en personne, dans un lieu neutre. Nous avons choisi un petit café à quelques rues de chez moi, le genre avec des vitres embuées et des gens travaillant sur leurs ordinateurs portables. Il était déjà là quand je suis entré. Un café à moitié fini devant lui, les doigts tambourinant sur la table. « Tu as une mine affreuse », a-t-il dit doucement quand je me suis assise. J'ai ri une fois, parce que venant de lui, c'était presque de l'inquiétude. « Bienvenue du côté obscur », ai-je dit. Je lui ai parlé de la publication Facebook, de la légende, de la façon dont Noah et moi avions été effacés de la photo comme si nous n'avions jamais été là. Il a secoué lentement la tête. « J'ai vu la publication de maman », a-t-il admis. Je n'ai réalisé que vous n'étiez pas sur la photo que lorsque tu l'as dit à voix haute. C'est à ce point-là que ça va, ai-je dit. Ils peuvent nous exclure et continuer à se dire qu'ils sont de bonnes personnes. Chris s'est adossé et s'est frotté le visage. Il m'a alors raconté ce qu'il avait appris en parlant à l'avocat de nos parents, qu'il y avait une fiducie familiale et un petit réseau de SARL autour du chalet du lac dans le Michigan et d'autres biens, et que mon nom figurait toujours sur l'un des actes de propriété en tant que copropriétaire, depuis des années où j'avais aidé à payer des réparations. Soudain, cette expression tout scellé prenait beaucoup plus de sens. Papa a appelé l'avocat après Noël, a dit Chris. Il voulait réorganiser certaines choses, s'assurer que certaines personnes étaient protégées. Ces mots, pas les miens. L'avocat lui a dit qu'il ne pouvait pas simplement transférer des biens sans en informer tous les propriétaires. Donc, il pourrait avoir à geler ou à sceller temporairement les documents jusqu'à ce qu'ils aient de tes nouvelles. D'où les 33 appels manqués. J'ai dit qu'ils n'étaient pas inquiets de me perdre. Ils étaient inquiets de perdre l'accès à ma signature. Chris a hoché la tête, l'air un peu malade. Ils ont toujours pensé que tu ne partirais jamais vraiment, a-t-il dit. Tu as toujours été celle qui payait ses propres factures, qui élevait son propre enfant. Ils n'ont jamais pensé que tu toucherais à la fiducie. Ils pensaient qu'ils nous tenaient, toi et Émilie, et que tu resterais juste en marche pour toujours. J'ai remué mon café et j'ai dit, je ne demande pas à leur voler quoi que ce soit. Je ne veux simplement pas que mon nom soit utilisé comme leur filet de sécurité, alors qu'ils ne peuvent même pas montrer un respect élémentaire à mon enfant. Je veux que la part qui m'appartient légalement soit séparée de leur jeu, pour qu'elle revienne un jour à Noah, sans condition. Chris a fixé la table pendant un long moment. Finalement, il a levé les yeux et a dit, je peux parler à un autre avocat, pas au leur. Quelqu'un qui travaille pour nous. Nous pouvons découvrir exactement quelles sont tes options, quelles sont mes options. Mais tu dois comprendre que si nous faisons ça, il n'y aura plus moyen de faire comme si les choses étaient normales. Après avoir pensé à Noah, debout devant cette table de dessert, à sa petite voix demandant si nous n'étions pas une famille. Puis j'ai pensé au message vocal de ma mère, plein de panique pour sa retraite, et pas un seul mot pour mon fils. Bien, ai-je dit. La normalité me tuait à petit feu. 2 jours après cette rencontre au café avec Chris, j'ai reçu le genre de mail qui vous noue l'estomac avant même d'avoir fini la première phrase. L'objet était « Inquiétude concernant la fiducie familiale », avec le nom de l'avocat de mes parents en dessous. Le ton était exactement celui auquel je m'attendais, formel et condescendant à la fois. Ça commençait par « Chère Laura, vos parents m'ont informé que vous pourriez envisager des changements à votre participation à la fiducie familiale et aux intérêts immobiliers connexes, et enchaînait directement sur un paragraphe concernant de potentielles pénalités fiscales, des complications avec la planification à long terme, et la façon dont des décisions soudaines pourraient compromettre la retraite de vos parents. Il y avait des phrases comme « Il serait dans le meilleur intérêt de la famille que vous vous absteniez de prendre des décisions hâtives » et « Vos parents ont toujours eu votre sécurité financière à cœur ». En le lisant, on aurait pu croire que j'étais une adolescente ingrate, et non la personne qui payait ses propres factures et élevait seule un enfant depuis une décennie. J'ai lu l'email 2 fois, puis je l'ai transféré à l'avocat indépendant que Chris avait trouvé, avec une simple ligne, est-ce que cela concerne vraiment les impôts, ou est-ce juste de la pression? En attendant une réponse, je suis resté dans ma cuisine, laissant le schéma se dérouler dans ma tête. Mes parents n'ont appris le mot aux limites en thérapie qu'après l'infidélité de mon père, il y a des années. Et même là, ils l'ont utilisé comme une arme, pas comme une pratique.
Ils aimaient l'idée d'héritage, d'une histoire où ils avaient tout sacrifié pour leurs enfants. Mais en réalité, la plupart de leurs sacrifices étaient des chaînes déguisées en cadeaux. Quand le nouvel avocat m'a rappelé, il a été direct. Une partie de ce que disait l'email était techniquement vrai, a-t-il expliqué, mais très incomplète. Oui, restructurer une fiducie et déplacer des biens peut avoir des conséquences fiscales, mais n'importe quel planificateur décent vous aurait parlé directement des options, au lieu d'essayer de vous effrayer pour vous faire taire par l'intermédiaire de l'avocat de vos parents. Il a confirmé ce que Chris m'avait déjà dit, que mon nom sur l'acte de propriété de la SARL du chalet signifiait que rien d'important ne pouvait arriver à ce chalet sans mon consentement, et que le cabinet était obligé de m'inclure. Quand il a dit, franchement, s'ils sont si désespérés de vous empêcher de poser des questions, vous devriez absolument en poser, quelque chose en moi s'est détendu. Je n'étais pas folle. J'étais juste gênante pour des gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Avec son aide, j'ai rédigé mon propre email. Cette fois, non pas en tant que la fille effrayée, mais en tant que copropriétaire et bénéficiaire. J'ai écrit, je suis pleinement consciente de mon intérêt juridique dans la propriété du Michigan et de toute entité connexe. Je ne consens à aucune vente, location, refinancement ou restructuration de ces actifs sans mon approbation écrite explicite. Je demande également un relevé complet de toutes les transactions liées à la propriété et à la fiducie pour les 5 dernières années, qui me sera envoyé directement. À partir de maintenant, toute communication concernant mes intérêts doit passer par moi ou mon avocat, et non par mes parents. C'était étrange de voir ces mots à l'écran, comme si j'imitais quelqu'un de puissant. Mais la vérité, c'est que j'avais toujours eu ce pouvoir. On m'avait juste appris à ne pas l'utiliser. J'ai cliqué sur envoyer et je suis retourné charger le lave-vaisselle, comme si c'était un mardi ordinaire. Il a fallu moins d'1 heure à ma mère pour trouver un autre moyen de me joindre. Bloquer son numéro principal l'avait ralenti, pas arrêté. Cette fois, c'était un message vocal depuis le téléphone de la maison, celui qu'il gardait toujours au mur comme si on était en 1995. Sa voix est sortie, stridente et humide, comme si elle avait pleuré ou voulait que je le pense. « Laura, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle lâché. « Ton père est hors de lui. L'avocat dit que tu compliques tout. As-tu la moindre idée de ce que tu risques ?» Puis son ton a changé, et le masque est tombé un peu. « Ce chalet, c'est notre retraite, a-t-elle dit. On a mis toute notre vie à vous donner, à vous les enfants, quelque chose sur quoi vous appuyer. Et c'est comme ça que tu nous remercies ? En gelant tout, parce que ton fils a dû entendre non une fois. » Ma mâchoire s'est crispée. Elle n'a pas prononcé son nom une seule fois. Elle n'a pas dit, je suis désolé d'avoir humilié ton enfant. Elle a dit, ton fils a dû entendre non une fois. Comme si elle l'avait envoyé au lit sans histoire, et non pas comme si elle lui avait dit qu'il n'était pas de la famille, devant une salle pleine de gens. Et puis elle a dit la partie qui m'a vraiment brûlé. Il doit apprendre le respect, Laura. Tu es trop tendre avec lui. C'est pour ça qu'on doit être dur parfois, pour qu'il ne finisse pas comme toi. J'ai réécouté cette phrase 2 fois, juste pour être sûr de l'avoir bien entendue. Dans son esprit, s'assurer qu'il ne finisse pas comme moi signifiait s'assurer qu'il apprenne sa place dans leur hiérarchie, très tôt. J'ai envoyé la transcription du message vocal à Chris par texto, sans commentaire. 1 minute plus tard, il a appelé, et je pouvais entendre la colère dans sa voix avant même qu'il ne dise quoi que ce soit. « Elle a vraiment dit ça ?» a-t-il demandé. « Elle a vraiment transformé ça en une leçon sur le respect ?» Je lui ai dit oui et j'ai ajouté, elle n'a commencé à paniquer que lorsqu'elle a pensé qu'elle pourrait perdre le chalet, pas quand elle a réalisé qu'elle avait blessé son petit-fils. Il y a eu une longue expiration à l'autre bout du fil. Je ne vais plus y aller pendant un moment, a-t-il finalement dit. Je ne peux plus faire comme si c'était normal. Ils m'ont appelé 2 fois ce matin pour se plaindre de toi, et pas une seule fois pour demander comment va Noah. Bien, ai-je répondu. Laisse-les un peu seuls avec eux-mêmes. Quelques heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, avec un texto d'Emily. Alors maintenant, tu impliques des avocats dans tout ça, a-t-elle écrit, pour un dessert. Tu punis maman et papa parce qu'ils essaient de construire quelque chose pour nous. Admets simplement que tu es jalouse qu'il m'ait fait confiance pour gérer les choses. J'ai fixé ces mots et j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment. Dans son monde, être l'élu signifiait responsabilité et faveur, pas des chaînes. Dans le mien, cela signifiait que mon fils s'entendait dire qu'il ne comptait pas. J'ai répondu, je ne suis pas jalouse d'être la favorite. J'en ai marre d'être la roue de secours.
Ils ne m'ont appelé que lorsque leur argent a été touché, pas quand ils ont brisé le cœur de mon enfant. Ce n'est pas moi qui transforme la famille en une transaction. J'en ai juste marre d'être la caution. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table, parce que pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas leur approbation, leur version de l'histoire, ou leur permission de me protéger. Environ une semaine après ce message vocal sur le chalet et la retraite, juste au moment où je pensais que mes parents pourraient enfin être à court de moyens de me joindre, ils ont fait exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre. Ils sont passés aux réseaux sociaux. Je regardais à moitié Noah faire ses devoirs à la table de la cuisine quand une notification est apparue sur Facebook. Une invitation à un événement de la part de ma mère. Le titre m'a d'abord frappé, dîner de réconciliation familiale des fêtes. De petits émojis de flocons de neige y étaient parsemés comme du sucre. La description disait quelque chose comme « Après une année difficile, nous croyons au pardon et aux secondes chances ». Rien n'est plus important que la famille qui se réunit. Elle avait posté une photo avec « la maison de nos parents », illuminée comme une carte de Noël, le sapin brillant à la fenêtre, une couronne sur la porte. La liste des invités était suffisamment publique pour que je la voie, des voisins, des amis de l'église, ma sœur, ses enfants, quelques couples des soirées vins de mes parents, et bien sûr, mon frère Chris. Il manquait un nom, le mien. J'ai fait défiler et j'ai vu que les commentaires affluaient déjà. Les gens écrivaient des choses comme « C'est si beau. Vous êtes une telle source d'inspiration, et j'adore la façon dont votre famille reste toujours unie. » Je pouvais presque entendre ma mère savourer chaque émoji cœur. Une seconde plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec une capture d'écran de l'événement, envoyée par Chris. En dessous, il avait tapé « Tu vois ça ?» J'ai répondu « Apparemment, je suis invité à une réconciliation, mais sans être identifié. » Il a répondu « Ils m'ont appelé 2 fois ce matin à ce sujet. Ils se comportent comme s'ils étaient les victimes dans tout ça. Tu veux y aller ?» J'ai fixé cette question pendant un long moment. Une partie de moi voulait ignorer tout ça. Les laisser jouer leur petite rédemption sans moi. Mais une autre partie de moi, celle qui les avait vus réécrire l'histoire en temps réel pendant des décennies, savait exactement ce qui se passerait si je restais à la maison. Ils se tiendraient devant ce groupe et parleraient de leur fille difficile qui leur avait tourné le dos. Ils pleureraient sur le fait qu'ils avaient tellement essayé, et personne n'entendrait jamais la partie où ils ont dit à un enfant de 10 ans qu'il n'était pas de la famille. Si on ne se montre pas, ils contrôlent l'histoire, ai-je finalement tapé. Si on y va, au moins on pourra dire la vérité. Chris a répondu par un seul mot, d'accord. Le soir du dîner, j'ai laissé Noah avec une babysitter de confiance, du bout de la rue. Il était hors de question que je le ramène dans cette maison. En conduisant vers la maison de mes parents, le quartier ressemblait à quelque chose sorti d'un catalogue, des lumières sur les maisons, des bonshommes de neige gonflables sur les pelouses, des voitures garées le long de la rue devant ma maison d'enfance. Depuis l'allée, je pouvais entendre des rires et de la musique de Noël s'échapper dans l'air froid. À l'intérieur, le salon était plein, des voisins tenant des verres de vin, des amis de l'église jonglant avec des assiettes de nourriture, ma sœur debout près du sapin dans une nouvelle robe, pendant que ses enfants couraient en rond autour de la table basse. Ma mère m'a aperçu dans l'embrasure de la porte, et l'espace d'une fraction de seconde, une véritable surprise a traversé son visage. Puis elle a affiché un grand sourire et s'est avancée vers moi, les bras ouverts, comme si tout était normal. « Tu es venu ?» a-t-elle dit à voix haute, juste assez pour que quelques personnes l'entendent. « Je savais que tu ne resterais pas fâché pour toujours. » Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Chris est apparu à mes côtés, comme un tampon, et je pouvais dire, à la tension dans sa mâchoire, qu'il se retenait. Mon père a teinté sa fourchette contre un verre quelques minutes plus tard, pour attirer l'attention. « Merci à tous d'être venus, » a-t-il dit. Nous savons que cette année a été difficile, et nous sommes simplement si reconnaissants d'avoir notre famille et nos amis sous un même toit. Ma mère a tamponné ses yeux avec une serviette, jouant déjà son rôle. La famille, c'est tout pour nous, a-t-elle ajouté. Et parfois, il y a des malentendus, mais au final, les liens du sang sont les liens du sang. J'ai senti mes épaules se tendre. Le voilà de nouveau. Le mot magique derrière lequel ils aimaient se cacher. Le sang. Chris m'a jeté un regard rapide. Le genre qui dit, c'est maintenant ou jamais. Il s'est légèrement avancé et a haussé la voix juste assez pour couper les applaudissements polis. C'est drôle, a-t-il dit, parce que la semaine dernière, tu as regardé ton petit-fils de 10 ans dans les yeux et tu lui as dit, seule la famille a droit au dessert.
La pièce est devenue silencieuse si rapidement que c'en était presque comique, toutes les têtes se sont tournées vers nous. Ma mère s'est figée, la main encore à mi-chemin de son visage. Le sourire de mon père s'est légèrement affaissé. Chris n'a pas reculé. Il a parlé calmement, comme s'il expliquait une situation au travail, et non comme s'il faisait exploser une bombe dans le salon de nos parents. Maman a pris la dernière part de dessert à Noël et a dit à l'enfant de Laura qu'il n'était pas de la famille, a-t-il dit. Puis tu as laissé les enfants de ma sœur se resservir pendant qu'ils se tenaient là, faisant semblant que ça ne lui faisait pas mal. Et quand Laura est partie avec son fils, le lendemain matin, tu l'as appelé 33 fois, non pas pour t'excuser, mais parce que l'avocate a dit que tu pourrais perdre l'accès au chalet et à la fiducie si elle ne signait pas ce que tu voulais. Quelqu'un près du canapé a bougé, un couple de voisins qui nous connaissaient depuis que nous étions enfants. Les sourcils de la femme se sont haussés, sa bouche plate. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Chris, a-t-elle dit, son ton sec, ce n'est pas approprié. Nous pouvons parler des affaires de famille en privé. Ce n'est pas l'endroit. Il a ri une fois, sans humour. Le privé, c'est ce qui nous a amenés ici, a-t-il dit. Vous humiliez les gens en privé, puis vous exhibez cette maison comme si nous étions une sorte de carte postale de Noël parfaite. Une de nos voisines, Madame Reynolds, d'en face, a pris la parole avant mes parents. J'étais là ce soir-là, a-t-elle dit doucement. J'ai entendu ce que vous avez dit à Noah. Quelques têtes de plus se sont tournées vers elle. Ce n'est pas un malentendu, a-t-elle ajouté. C'est cruel. Le visage de ma mère est devenu rouge. Elle a cherché l'excuse la plus proche. Je plaisantais, a-t-elle insisté. Vous connaissez tous mon sens de l'humour. Ces enfants sont trop sensibles de nos jours. Je ne le pensais pas vraiment. Elle s'est tournée vers moi, la voix tremblante. Dis-leur, Laura. Dis-leur que tu sais que je ne le pensais pas. Tous les yeux de la pièce se sont posés sur moi. L'espace d'une seconde, j'ai senti la moi de 16 ans vouloir se recroqueviller, arrondir les angles, rire et dire, c'est bon, maman. On sait que tu ne le pensais pas mais ensuite, j'ai vu Noah dans mon esprit, debout devant cette table de dessert. Et les mots sont sortis différemment cette fois. Non, ai-je dit, d'une voix claire et calme. Tu le pensais. Tu l'as pensé toute ma vie. Tu le pensais quand tu as manqué son anniversaire pour aller au chalet du lac avec Émilie. Tu le pensais quand tu as dit aux gens qu'il n'est pas vraiment comme les autres petits-enfants, parce qu'il ne passe pas tous ses étés chez vous. Tout ce que tu as fait à Noël, c'est de le dire enfin à voix haute. Mon père a claqué son verre sur le comptoir un peu trop fort. On a construit tout ça pour vous, enfants ingrats, a-t-il lâché. Cette maison, ce chalet, la fiducie, la retraite, tout ce qu'on a, c'est pour vous. Et c'est comme ça que vous nous remerciez? En traînant notre nom dans la boue devant nos amis? J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit, vous n'avez pas construit ça pour nous. Vous l'avez construit pour le contrôle. Vous ne m'avez appelé que lorsque l'avocat vous a dit que mon nom était un obstacle. Vous n'avez pas appelé une seule fois pour demander comment allait Noah après que vous l'ayez humilié. Ce n'est pas de l'amour. C'est un levier. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le système de chauffage se mettre en marche. Derrière nous, quelqu'un a posé son verre de vin délicatement sur un sous-verre, comme s'il craignait que le moindre bruit n'aggrave les choses. Ma mère a regardé autour d'elle les visages qu'elle avait triés sur le volet pour cette performance, et a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'elle n'était pas en train de les convaincre. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais les pleurs sont sortis secs, presque en colère. Tu détruis notre famille, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu ruines notre héritage, tout ce pour quoi nous avons travaillé. Tout ça parce que ton enfant a dû entendre non une fois. Je me sentais étrangement calme. Vous l'avez détruit vous-même, ai-je dit. À la seconde où vous avez décidé qu'un enfant de 10 ans était sacrifiable pour protéger votre fierté et vos biens. On le dit juste enfin là où d'autres personnes peuvent l'entendre. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Chris a posé sa main sur mon épaule. On a fini ici, a-t-il dit doucement. Nous nous sommes retournés et nous avons marché vers la porte, pendant que nos parents restaient figés au milieu de leur salon parfaitement décoré, avec une salle pleine de témoins qui les regardaient. Non pas avec admiration cette fois, mais avec quelque chose de plus proche du doute. Le temps que je rentre chez moi ce soir-là, le groupe de discussion du quartier était déjà en effervescence. Des captures d'écran de la publication de réconciliation de ma mère,
juste à côté de messages comme « Je ne savais pas qu'ils traitaient leur petit-fils comme ça » et « C'était difficile à voir ». Mes parents avaient enfin eu le public qu'ils voulaient. Ils n'avaient juste pas eu le scénario qu'ils attendaient. Quelques jours après le désastreux dîner de réconciliation, la maison est finalement redevenue silencieuse. Du moins, en surface. Pas d'appel, pas de message, juste cette étrange pause lourde, comme le moment juste après une tempête, quand on ne sait pas si une autre vague arrive. J'ai profité de ce silence pour finir ce que j'avais commencé avec l'avocat que Chris et moi avions engagé. Il m'a envoyé un résumé détaillé de la fiducie et des SARL entourant le chalet du Michigan. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon nom sur papier de la façon dont mes parents le voyaient, non pas comme un inconvénient, mais comme une clé. Les documents montraient très clairement que rien d'important ne pouvait arriver à cette propriété sans le consentement de chaque propriétaire, ce qui m'incluait. Avec ces conseils, j'ai signé des documents qui séparaient formellement mes intérêts de tout ce que mes parents pouvaient contrôler au quotidien. Ma part du chalet et tout revenu connexe étaient liés à moi, et éventuellement à Noah. Tout refinancement, vente ou nouveau prêt qu'il voudrait nécessiterait mon approbation écrite explicite. L'avocat était calme et pragmatique à ce sujet. Vous ne prenez rien qui ne vous appartienne déjà, a-t-il dit. Vous vous assurez simplement que personne ne peut utiliser votre nom d'une manière avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Chris est allé plus loin. En tant que bénéficiaire de certaines parties de la fiducie que mes parents avaient toujours considérées comme leur source de liquidité de secours, il a choisi de retarder ou de limiter les distributions futures qui leur iraient directement. Rien d'illégal, rien de vindicatif sur le papier, juste des choix sobres qui les empêchaient de continuer à vivre comme s'il y aurait toujours un autre chèque à venir pour chaque nouveau jouet ou chaque nouvelle fête. Quand la poussière est retombée, les chiffres racontaient une histoire que mes parents n'avaient jamais imaginée. Le chalet n'était plus un guichet automatique facile, et la fiducie n'était plus un levier qu'ils pouvaient tirer pour nous faire revenir dans le rang. La nouvelle de ce que nous avions fait a dû leur parvenir rapidement, car leur prochaine action n'a pas été un email ou une publication. Ce fut un coup à ma porte d'entrée, tard un samedi après-midi gris. J'ai regardé par le Judas et je les ai vus sur mon perron. Mon père, tenant une boîte de biscuits de Noël comme un accessoire. Ma mère, serrant un mouchoir plié dans une main, les yeux déjà rouges. L'espace d'une seconde, mon estomac s'est retourné, comme toujours avant une dispute. Mais ensuite, je me suis souvenu de la fête de Noël, de la table des desserts, du regard sur le visage de Noah, et le sentiment s'est estompé. J'ai ouvert la porte juste assez pour me tenir dans l'embrasure. Maman s'est lancée la première. « On doit parler » a-t-elle dit, sa voix douce et tremblante, pas le ton strident des messages vocaux. « On ne peut pas laisser les avocats se mettre entre nous. C'est aller trop loin. » Papa a hoché la tête, comme un homme qui avait répété son texte. « La famille ne poursuit pas la famille en justice », a-t-il ajouté. « La famille règle ses problèmes en privé, face à face. » J'ai failli rire. « Je n'ai poursuivi personne en justice », ai-je dit. « J'ai juste arrêté de vous laisser prendre des décisions avec mon nom, dans mon dos. Vous avez appelé l'avocat avant même d'appeler pour demander comment allait votre petit-fils. C'est ça qui s'est mis entre nous. » Ma mère s'est approchée, comme si elle allait me prendre la main. On était contrariés, a-t-elle dit. On avait peur. Ton père a travaillé toute sa vie pour cette maison et ce chalet. On essayait juste de sécuriser notre retraite, et quelque chose pour vous, les enfants. Vous voulez dire, quelque chose pour les enfants qui suivent le jeu, ai-je dit. Ceux qui ne disent pas non. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu jettes ton héritage par les fenêtres pour un malentendu, a-t-il dit, pour une mauvaise blague et une part de dessert. C'est puéril, Laura. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Il ne s'agit pas d'une part de dessert, ai-je dit doucement. Il s'agit de chaque fois que vous avez choisi le contrôle plutôt que la gentillesse, pour ensuite appeler ça de l'amour. Chaque fois que vous avez brandi l'argent au-dessus de nos têtes, et que vous avez appelé ça un sacrifice. Noël, c'était juste la première fois que vous avez dit la partie silencieuse à voix haute, devant mon enfant. Les yeux de maman ont brillé, les larmes passant de la tristesse à la colère. Tu regretteras ça quand on ne sera plus là, a-t-elle dit. Un jour, tu regretteras de ne pas avoir monté ton frère contre nous, ou de nous avoir enlevé notre avenir. J'ai secoué la tête. Chris est un adulte qui a enfin ouvert les yeux, ai-je dit. Je n'ai pas pris votre avenir. J'ai juste arrêté de vous laisser le financer avec la dignité de mon fils. Vous n'arrêtez pas de parler de votre héritage comme si c'était quelque chose sur papier.
Le seul héritage qui m'importe, c'est celui que Noah porte. Et je refuse de le laisser apprendre que l'amour signifie accepter tout ce que les gens vous font, tant qu'ils partagent votre ADN. Mon père a levé la boîte de biscuits, comme une sorte d'offrande de paix. On peut au moins entrer et lui parler? A-t-il demandé. C'est notre petit-fils. Ma main s'est crispée sur le bord de la porte. C'est mon fils, ai-je répondu. Et tant que vous ne pourrez pas le regarder dans les yeux et vous excuser sans excuse, vous n'aurez pas accès à lui, ni à ma vie, ni à ma signature. En ce moment, vous n'êtes pas sûr pour lui. Et ça compte plus pour moi que n'importe quelle maison, n'importe quel chalet, n'importe quelle fiducie. Le visage de ma mère s'est décomposé au mot sûr, comme si je l'avais accusé de quelque chose d'impardonnable. Mais elle n'a toujours pas dit la seule chose qui aurait pu avoir de l'importance, je suis désolé pour ce que j'ai dit à Noah. Elle n'arrêtait pas de revenir à tout ce qu'ils avaient donné, à quel point ils avaient travaillé dur, à quel point c'était injuste que nous les coupions de nos vies. J'ai finalement senti la conversation heurter le même mur que toujours, l'endroit où ils préféreraient se sentir lésés plutôt que d'être responsables. J'ai pris une grande inspiration. Je ne fais plus ça, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit de blesser mon enfant pour ensuite vous cacher derrière le mot héritage. Vous n'êtes pas mon héritage. Vous êtes ma leçon, et j'en ai fini de la répéter. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai reculé juste assez pour être clair, et j'ai fermé la porte. Je suis resté là, la main sur la poignée, écoutant le son étouffé de ma mère qui pleurait et de mon père qui marmonnait quelque chose sur les enfants ingrats de l'autre côté. Finalement, leurs pas se sont estompés dans les escaliers, la portière de la voiture a claqué, et le moteur a démarré. À l'intérieur de ma maison, c'était calme. Pas de téléphone qui sonne, pas de coup à la porte, juste le son de Noah dans sa chambre, fredonnant pour lui-même pendant qu'il construisait quelque chose avec des briques en plastique, complètement inconscient qu'en dehors de son monde, les personnes qui lui avaient enlevé son dessert apprenaient enfin ce que c'était que de se retrouver avec rien qu'ils ne puissent contrôler. Dans les semaines qui ont suivi la fermeture de la porte à mes parents, rien de dramatique ne s'est produit. Et c'était la partie la plus étrange. Plus de messages vocaux sur les avocats. Pas d'essai sur Facebook sur le pardon. Pas de texto de groupe essayant de me culpabiliser pour que je vienne. C'était juste calme. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone pouvait rester sur le comptoir toute la journée sans se transformer en grenade. Au début, le silence me semblait anormal, comme si je devais faire quelque chose, tendre la main, arranger les choses, jouer le rôle que j'avais toujours joué, celui où je ravalais ma fierté pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Mais chaque fois que ce vieil instinct se manifestait, j'imaginais Noah à cette table de dessert, et cela me ramenait brutalement à la réalité. Quelques jours après la scène de la porte, Chris est venu avec une pizza et quelques-uns de ses films de Noël bon marché en streaming. Il est entré comme s'il avait retenu son souffle pendant des années et qu'on lui permettait enfin d'expirer. Noah s'est illuminé en le voyant, l'a traîné dans le salon pour lui montrer sa dernière création Lego, qu'il avait décidé être le chalet du Michigan. Sauf que dans sa version, il y avait un énorme panneau sur le dessus qui disait « Personne méchante non autorisée ». Chris a ri si fort qu'il a dû s'essuyer les yeux. Et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais vu mon frère rire sans jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir qui regardait. Nous avons mangé sur le canapé, de la sauce sur des assiettes en carton, des canettes de soda transpirant sur la table basse, pas de verre en cristal, pas de serviettes fantaisie pliées en forme, personne pour noter notre performance en tant que famille. À un moment donné dans le film, un personnage a fait ce grand discours sur le fait que la famille, c'est tout. Et Noah s'est tourné vers moi et a demandé, ça veut dire qu'on doit rester même quand ils sont méchants? J'ai mis la télé en sourdine et je lui ai dit la vérité, le genre de vérité que personne ne m'a jamais dite quand j'avais son âge. Non, ai-je dit, la famille est censée être les personnes qui te font te sentir en sécurité et aimé, pas celles qui te disent où est ta place. Parfois, ce sont les mêmes personnes avec qui tu partages ton ADN, et parfois non. La vraie famille, c'est celle qui est là quand ça compte, qui écoute, qui s'excuse quand elle a tort. Le sang seul ne leur donne pas un laissez-passer permanent pour te faire du mal. Il a réfléchi à cela une seconde, puis a hoché la tête, comme si je venais de lui donner un nouveau livre de règles qui avait enfin du sens. Plus tard dans la nuit, après le départ de Chris et l'endormissement de Noah, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé, et j'ai pensé à tout ce dont mes parents parlaient quand ils disaient le mot héritage. Ils voulaient dire des maisons, des chalets, des contes, et une histoire où ils étaient les héros qui avaient tant sacrifié pour leurs enfants ingrats. Ce qui est drôle,
c'est que dès que leur argent a cessé de circuler comme ils le voulaient, leur version de l'amour s'est évanouie avec. Ils avaient passé des années à me dire que partir ferait de moi une égoïste et une personne froide. Au lieu de cela, ce que j'ai trouvé de l'autre côté de cette porte, c'était de la chaleur, mais pas celle qui vient d'une grande maison bondée et d'un sapin parfait. C'était la chaleur de pouvoir regarder mon enfant et de savoir que j'avais enfin choisi lui, et moi-même, plutôt que leur approbation. J'ai appris par les rumeurs du quartier que le calendrier social de mes parents s'était beaucoup allégé après ce dîner. Quelques-uns de leurs amis les plus proches venaient encore, ceux qui croyaient à leur version des faits, mais beaucoup de gens ont discrètement cessé de se montrer. Le chalet est resté principalement vide cet hiver, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas y aller, mais parce que ce n'était plus une scène où ils pouvaient parader les petits-enfants qu'ils jugeaient importants. Ils avaient toujours leur maison, leurs affaires, leurs photos soigneusement arrangées sur le mur, mais le public sur lequel ils avaient bâti leur identité était plus restreint. Et pour la première fois de leur vie, ils ont dû s'asseoir dans le calme et regarder ce qu'ils avaient réellement élevé. Je ne sais pas s'ils le feront un jour. Peut-être qu'un jour, ils trouveront comment dire « je suis désolé » sans ajouter « mais juste après ». Peut-être pas. Cette partie n'est plus de ma responsabilité. Ce qui est de ma responsabilité, c'est le petit garçon qui dort dans le couloir, et la leçon qu'il tire de tout cela. Je veux qu'il grandisse en sachant que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Que l'on a le droit de s'éloigner des personnes qui nous font du mal, même si le monde vous dit que la famille, c'est tout. Et que protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est de la survie. Je n'ai pas réduit ma famille en cendres. J'ai juste arrêté de me tenir dans le feu en appelant ça un foyer. Et si tout cela vous semble familier, si on vous a déjà dit de maintenir la paix pendant que quelqu'un érodait votre dignité, même au nom de la famille, j'espère que vous entendez ceci clairement, vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas seul. Avez-vous déjà eu à couper les ponts avec quelqu'un de toxique, même s'il portait votre nom de famille? Et comment avez-vous su qu'il était enfin temps de partir?